Bonjour à tous. Alors, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire hier en cours, le but du cours d'aujourd'hui est d'entamer un nouveau chapitre d'algèbre linéaire qui va reprendre et compléter des notions qu'on a déjà vues dans les deux premiers. Et il s'agit d'étudier dans ce chapitre 24 les applications linéaires entre espaces vectoriels de dimension finie. Alors, pour faire court, on dit applications linéaires en dimension finie, et il se trouve que ces applications vont avoir des propriétés particulières et pour arriver à les étudier, il faut d'abord introduire une notion qui s'appelle la notion de rang. Alors, en fait, on définit plusieurs notions de rang qui se correspondent toutes pour des raisons que vous allez comprendre par la suite, j'espère. Et la première notion de rang que l'on définit, c'est celle du rang d'une famille de vecteurs dans un espace vectoriel. Alors, on va commencer par ça. Donc, définition. On travaille dans un espace vectoriel, E, donc soit E un espace vectoriel, pour l'instant, qui n'a pas besoin d'être de dimension finie. À l'intérieur de celui-ci, on considère une famille F, constituée de F vecteurs, V1 et F, et ce que l'on appelle le rang de la famille F, le rang de la famille F, rang de F, c'est un entier que l'on note RG, c'est un abrégé pour rang évidemment, de F, et c'est la dimension du sous-espace vectoriel de E qui est engendré par la famille F, qui est engendrée par les vecteurs V1 jusqu'à Vn. Donc voilà pour ce qui est de la notion de rang d'une famille, c'est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par cette famille. Et dans ce sens-là, ce n'est pas une notion nouvelle pour vous, parce que vous savez ce que c'est que le sous-espace vectoriel engendré par une famille, vous savez ce que c'est que la dimension, donc c'est juste un nouveau terme, mais ce n'est pas une nouvelle notion. Pour l'illustrer sur, allez, disons, deux ou trois exemples simples, premier exemple à l'intérieur de l'espace vectoriel R3, vous considérez deux vecteurs, le vecteur U qui est le vecteur de coordonnées 1, 2, 3, le vecteur V qui est le vecteur de coordonnées 2, 0, 0. Et ces deux vecteurs-là constituent une famille, et puis cette famille, quel va être son rang? Son rang, ça va être la dimension du sous-espace de R3 engendré par U et V. U et V ne sont pas collinéaires, donc le sous-espace vectoriel de R3 engendré par U et V est un sous-espace vectoriel de dimension 2, c'est un plan, et donc le rang, la dimension de cette famille étant égale à 2, le rang de la famille, donc constitué des vecteurs U et V, est égal à 2. C'est juste la dimension du sous-espace engendré par U et V. Évidemment, vous pouvez imaginer plein d'exemples du même type. Alors, juste pour en donner un autre, et puis après, vous serez capable, premièrement, de les trouver par vous-même, et puis deuxièmement, vous les trouverez également sur la feuille d'exercice que je vous posterai. Pour prendre un exemple classique, vous travaillez dans le cas de X, et puis dans le cas de X, vous considérez une famille. Alors, une famille, tout d'abord, tiens, pour faire simple, celle qui est la base canonique de Kn de x. Donc cette famille constitue des polynômes 1 jusqu'à xn. Elle a un certain rang. Le rang de f, c'est la dimension du sous-espace vectoriel de l'espace des polynômes qui est engendré par 1x xn. Et la dimension de ce sous-espace vectoriel, comme vous savez bien, c'est n plus 1. Donc du coup, le rang de la famille f, c'est n plus 1. D'accord? Donc le rang de la famille des polynômes de 1 jusqu'à xn, c'est n plus 1. Bon. Sur le même type, vous savez maintenant, depuis qu'on a vu quelques familles particulières dans l'espace des polynômes, que si vous prenez pour f' une famille de polynômes comme celle-ci, 1, 2x plus 1, x3, moins 4, x5, moins 7x2, vous savez qu'une telle famille de polynômes, c'est une famille particulière qui est une famille de polynômes échelonnés. Puisqu'elle est échelonnée, elle est libre. Du coup, la dimension du sous-espace vectoriel engendré par F', la dimension de vect F',
F' est une famille génératrice de vecteurs F', alors ça c'est enfoncer une porte ouverte. De plus, elle est libre puisqu'elle est échelonnée, donc c'est une base de vecteurs F'. Elle est cardinale 4, donc la dimension de ce sous-espace vectoriel est égale à 4. En d'autres termes, avec la définition qu'on vient d'introduire, le rang de la famille F' est égal à 4. Le rang de F' est égal à 4. Dernier petit exemple pour la route, disons. Quand on travaille dans un autre espace, celui des fonctions continues sur R et à valeur réelle, on peut considérer à l'intérieur de celui-ci un célébrissime sous-espace vectoriel. Célébrissime, parce que ça vient assez souvent une question dans les écrits. Donc on prend E, l'espace vectoriel des fonctions continues sur R à valeur en R. À l'intérieur de celui-ci, on considère le sous-espace est engendré par trois fonctions, la fonction exponentielle, la fonction CH, la fonction SH. Et quel est le rang de la famille F on considère F qui est ça, donc la famille F, c'est celle constituée de ces trois fonctions. Quel est le rang de la famille F? Donc, ce qu'il faut voir en fait, c'est que F ici est cardinal 3, mais la famille constituée des trois fonctions exponentielles CH, SH n'est pas une famille libre, puisque, comme on a déjà eu l'occasion de le mentionner en cours, de le relever, exponentielle c'est la somme de CH et de SH, puisque CH et SH ça correspond à la fonction paire, la fonction impaire, l'unique couple constitué d'une fonction paire et impaire dont la somme est égale à la fonction exponentielle. Cette famille du coup est une famille liée, donc F elle est génératrice mais ce n'est pas une base, donc pour avoir une base, en fait on supprime du coup la fonction exponentielle de cette famille puisqu'elle est combinaison linéaire des deux autres, c'est-à-dire que le sous-espace vectoriel grand F, finalement c'est le même que celui qui est engendré par les fonctions CH et SH, et cette nouvelle famille, F', disons, est une famille qui est toujours génératrice parce que c'est écrit dessus, et qui est libre parce que CH et SH ne sont évidemment pas collinéaires. Vous pouvez le justifier quand même ça sans trop de difficulté. Par conséquent, la famille F' ici étant génératrice et libre, est cardinale 2. On peut conclure que la dimension de F du sous-espace vectoriel F est égale à 2, donc c'est un plan vectoriel dans l'espace des fonctions continues sur R à valeur dans R. Et par suite, ça c'est exactement équivalent à dire, avec la définition qu'on a introduite, que le rang de la famille F est égal à 2 justement. Elle est cardinale 3, mais le rang est égal à 2, puisque la dimension du sous-espace vectoriel est égale à 2. Donc voilà pour la notion de rang d'une famille. Retenez bien que c'est juste un terme nouveau, ce n'est pas une notion nouvelle, c'est un terme nouveau que l'on met derrière la dimension du sous-espace vectoriel engendré par cette famille. Voilà pour cette première notion de rang. Il y en a une seconde, que voici. On définit aussi la notion de rang pour une application linéaire. Alors celle-là va être particulièrement importante dans la suite, elle va jouir de propriétés particulièrement importantes. Alors avant de voir ces propriétés, on va commencer par la définir. Donc petit 2, rang d'une application linéaire. Définition pour commencer. On considère E et F, deux cas d'espace vectoriel, tous les deux de dimension finie. On considère une application linéaire du premier dans le second, une application linéaire de E dans F. Ce que l'on appelle le rang de l'application linéaire F, le rang de F, ça va être la dimension de l'image de F. La dimension de l'image de F.
ce rang de f, ça va être un entier, qu'on va noter RG de f. Et de nouveau, observez que ce n'est pas un nouveau concept, c'est juste encore une fois un vocabulaire nouveau, une terminologie nouvelle, puisque vous savez déjà ce que c'est que l'image d'une application linéaire. Je vous ai déjà demandé, d'ailleurs dans le test d'hier, de calculer la dimension d'une image. Maintenant, voilà, cette dimension de l'image d'une application linéaire, elle va porter un nom et elle va s'appeler rang de l'application linéaire. Exemple, alors pareil, on va prendre 2 ou 3 exemples, pas trop compliqués, et puis pas trop triviaux, on va essayer de prendre pas trop triviaux. On considère l'application f, qui va de F2 dans F2, et qui est un vecteur de coordonnées x, y, va associer le vecteur de coordonnées x plus y, x moins y. Quelle est le rang de l'application linéaire f dans ce cas-là? Quel est le rang de f? Donc, déterminer le rang de f, c'est déterminer la dimension de l'image de f. Donc, première chose à faire, évidemment, déterminer l'image de f, déjà, premièrement. Alors, évidemment, comme vous connaissez parfaitement les notions précédemment vues en algèbre linéaire, vous savez que pour déterminer l'image de f, facilement, vous pouvez vous servir ici du fait qu'on dispose dans R2 d'une famille génératrice, toute faite. Donc, on a R2 qui est le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs E1 et E2. E1 est un vecteur de coordonnées 1, 0 et puis E2 de coordonnées 0, 1, donc I et J de coordonnées π. Et par conséquent, le tout qui est ici, c'est d'après le cours, l'image de f, l'image de l'application linéaire f, c'est le sous-espace vectoriel de R2 de nouveau qui est engendré par l'image de 1 par f, l'image de 2 par f. Or, par définition, et de l'application linéaire f et des vecteurs E1 et E2, l'image de E1 par f, c'est le vecteur de coordonnées 1, 1. L'image de E2 par f, donc l'image du vecteur 0, 1 par f, c'est le vecteur de coordonnées 1 et moins 1. Donc voilà quelle est l'image de f. Donc on a répondu à la moitié de la question, et puis finalement la moitié la plus compliquée, la plus conséquente, si j'ose dire. Les deux vecteurs qui sont... alors donc maintenant ce qu'on doit faire, c'est déterminer le rang, donc déterminer la dimension de cette image. Les deux vecteurs qui sont ici sont 2 et sont non collinéaires, donc la dimension de cette image est 2. Par conséquent, le rang de l'application linéaire f est 2. Donc, conclusion, le rang de f, qui est la dimension de l'image de f, vous ne serez pas obligé de répéter à chaque fois, c'est juste ici pour bien vous faire retenir la définition du rang de l'application linéaire, est égale à 2. Voilà pour ce premier exemple-là, d'accord? Donc vous voyez, c'est pas trop compliqué a priori. On va prendre un autre exemple, là aussi un exemple classique, disons. Très exemple. On considère l'application delta qui va aller pour faire explicite de R3 de x dans R3 de x qui a un polynôme P associe son polynôme P', donc delta c'est juste l'opérateur de dérivation qu'on met dans R3 de x. Delta est clairement linéaire, j'ai oublié de le mentionner pour la précédente, mais delta est clairement linéaire, c'est un endomorphisme de R3 de x pour des raisons évidentes. Et par conséquent, il est légitime de se demander quel est le rang de l'application linéaire delta, quel est le rang de l'endomorphisme delta. Donc de nouveau, vous vous souvenez, on revient à la définition, le rang de delta c'est la dimension de l'image de delta. On commence par calculer l'image de delta. Pour ça, on observe que R3 de x admet une famille génératrice qui n'est pas trop compliquée, on prend la plus simple tant qu'à faire, on prend la base canonique, donc 1, x, x2, 3. D'où toujours le fameux d'où l'image de delta par l'image de R3 de x par l'application linéaire delta, c'est le sous-espace vectoriel engendré par delta de 1, c'est-à-dire 0,
delta de x, c'est-à-dire 1, delta de x carré, c'est-à-dire 2x, delta de x1, c'est-à-dire 3x carré. Évidemment, tout ça, vous pouvez le simplifier. Pour les raisons que vous connaissez très bien, le 0 s'en débarrasser, et les coefficients devant x et x carré également. Donc, le sous-vecteur vectoriel encodé par 1x et x carré. L'image de delta, c'est donc ce sous-vecteur vectoriel. En clair, c'est R2 de x, qui est évidemment de dimension 3. Par conséquent, la dimension de l'image de delta est égale à 3. En d'autres termes, avec notre fraîche définition, le rang de delta est égal à 3. Conclusion, le rang de delta, allez, je vous répète, mais encore une fois, c'est pour retrouver la définition, qui est la dimension de l'image de delta, est égale à 3. Voilà pour cet exemple-là. Alors évidemment, vous allez me dire ici que vous n'étiez sans doute pas obligé de faire ces calculs pour deviner quand même que l'image de delta c'était R2 de x, c'est-à-dire que la dérivée d'un polynôme de degré au plus 3, bah, évidemment c'est un polynôme de degré au plus 2, et réciproquement, si on prend un polynôme de degré au plus 2, il admet un antécédent, et même une infinité d'antécédents, par l'application delta qu'on obtient par primitivation formelle. Donc voilà pour cet exemple. Et un dernier, sans doute. Un dernier. Troisièmement, on prend là aussi quelque chose de très classique. On prend n, un entier naturel supérieur ou égal à 2, et on considère l'application grand T, qui va de Mn de k dans Mn de k, et qui a une matrice A associe sa transposée. Et la question est encore une fois déterminer le rang de T. Déterminer le rang de T, c'est déterminer l'image de T. Alors ici, vous pourriez dire, ben voilà, je calcule l'image de T, mais c'est maladroit parce que vous savez que l'application grand T, alors premièrement, ben, c'est un endomorphisme, mais même c'est un automorphisme de Mn de K, pour la bonne raison que c'est une involution. Vous vous souvenez, la transposée, ça vous donne la matrice dont vous êtes parti. Donc en clair, T rond T, c'est égal à l'identité de Mn de K. Puisque grand T est une involution, en particulier elle est bijective, donc elle est linéaire et bijective, donc c'est un isomorphisme, puisque c'est le même espace vectoriel au départ et à l'arrivée, c'est un automorphisme de Mn de K, donc T appartient à GL de Mn de K, et en particulier elle est surjective, donc ça veut dire que la dimension de son image, c'est la dimension de Mn de K. Son image, c'est Mn de K. D'accord ? Donc, conclusion, le rang de l'application grand T, c'est la dimension de l'image de grand T. Et la dimension de l'image de grand T, c'est donc la dimension de Mn de K. Et la dimension de Mn de K, vous vous souvenez, la dimension de l'espace vectoriel des matrices carrées à n ligne et n colonnes, c'est évidemment n carré. Donc le rang de l'application grand T est égal à n carré. Donc voilà pour ces premiers exemples donc, qui illustrent la définition de rang d'une application linéaire. Alors maintenant qu'on a vu la notion de rang d'une application linéaire et celle de rang d'une famille de vecteurs, en fait on a juste vu des définitions nouvelles, du vocabulaire nouveau, mais on n'a pas vu de propriétés. Alors on va commencer quand même par voir les premières propriétés du rang d'une application linéaire qui vont essentiellement être importantes pour la suite des événements. Ce sont les propriétés élémentaires, disons, du rang, que voici, donc propriété. Première propriété, si vous voulez, du rang. Alors, du rang, de quel rang? De celui d'une application linéaire. Donc, on se replace dans le contexte. Je vais peut-être pas remettre toutes les hypothèses à chaque fois, mais donc les espaces vectoriels E et F que l'on va considérer vont être des espaces vectoriels de dimension finie. Et on va considérer une application F qui est linéaire de E dans F. Et donc, je le répète, mais je ne le réécris pas sur le tableau parce que ça prend un peu de place. Grand E et grand F sont tous les deux des espaces vectoriels de dimension finie. Alors, on a les trois propriétés suivantes. Tout d'abord, le rang de l'application F, de l'application linéaire F,
est majoré par le minimum entre la dimension de E et la dimension de F. Voici la première propriété. Alors, au passage, je vous rappelle juste que dire qu'une quantité est plus petite que le minimum entre deux nombres, c'est équivalent à dire qu'elle est plus petite que chacun des deux nombres. Dire qu'on est plus petit que le minimum entre A et B, c'est dire qu'on est plus petit que A et plus petit que B, au sens large, naturellement. Donc ça, c'est pour la première propriété. La deuxième propriété va être que le rang de F, ça va être la dimension de E. Si et seulement si l'application F est injective. La dernière va être que le rang de l'application linéaire F est égal à la dimension de grand F, cette fois-ci, de l'espace vectoriel d'arrivée, si et seulement si F est surjective. Parmi ces trois propriétés, il y en a une qui est particulièrement évidente, et c'est la dernière. Alors, la dernière, je vais faire l'économie de la démonstration au tableau, parce que vous allez la comprendre vraiment très, très facilement. Dire que le rang de F est égal à la dimension de l'espace d'arrivée, alors, c'est juste utiliser la définition de ce qu'est le rang de l'application linéaire F. Le rang de cette application linéaire, c'est la dimension de l'image de cette application linéaire. La dernière assertion, donc dans le terme de gauche, se traduit juste en disant que si la dimension de l'image de F est égale à la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée tout entier, si et seulement si F est surjective. Mais oui, parce que cette égalité entre dimensions, comme l'image de l'application linéaire F est contenue dans l'espace vectoriel grand F, cette égalité entre dimensions, elle est équivalente à dire que l'image de l'application linéaire, c'est grand F tout entier. Ça, c'est équivalent à dire que l'image de l'application F est égale à grand F tout entier. Alors maintenant, ainsi énoncé, la propriété est absolument triviale, parce qu'on a juste l'équivalence entre dire que F est surjective et dire que l'image de l'application F, c'est l'espace vectoriel d'arrivée tout entier. Et ça, c'est juste la définition de surjectivité. Donc voilà pour la preuve du point numéro 3. Les deux autres nécessitent un tout petit peu de travail, mais vous allez voir, pas beaucoup. C'est pas compliqué. En fait, c'est une super révision du cours sur la notion de dimension, sur la notion d'application linéaire, donc preuve du premier point et du second point. Je vous rappelle que donc, E et F sont, par hypothèse, des espaces vectoriels de dimension finie, donc sont de niveau fini. On va noter respectivement, comme d'habitude, si j'ose dire, n et p ces dimensions, c'est-à-dire on note n la dimension de E et p la dimension de F. Puisque E est un espace vectoriel de dimension n, en particulier, il admet des bases. Alors on va en choisir une, on va l'appeler B. Soit B, VRVR, une base de E. Et puis, ça va nous donner finalement les outils pour pouvoir démontrer les. Enfin, ça veut pas beaucoup d'outils, hein, vous voyez, pour démontrer les deux points. Alors, le premier, je vous rappelle, il faut arriver à montrer que le rang de l'application petit f est plus petit que la dimension de E et la dimension de F. Alors, déjà, il y a quelque chose à observer, c'est que l'image de l'application linéaire F est contenue dans l'espace vectoriel d'arrivée grand F. Et ça va entraîner que la dimension de l'image de F va être inférieure ou égale à la dimension de grand F. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez, un sous-espace vectoriel à l'intérieur d'un espace vectoriel et à une dimension qui est majorée par la dimension de l'espace vectoriel ambiant. Or, cette dimension, la dimension de l'image de F, eh bien c'est le rang de F par définition. Ceci, c'est équivalent à dire que le rang de F est inférieur ou égal à la dimension de l'espace d'arrivée. La dimension de l'image ne peut pas être plus grande que la dimension de l'espace d'arrivée. C'est ça ce que raconte cette propriété. Dans ce sens-là,
c'est de nouveau absolument évident. Bon. Voilà pour, pour ce premier point. Par ailleurs, il faut arriver à prouver que le rang de F, il est aussi majoré par la dimension de l'espace E. Or, d'où cela vient-il? Par hypothèse, on a une base de E. Par conséquent, donc, on a l'image de F, c'est le sous-espace de l'espace vectoriel grand F engendré par les vecteurs F de B1 jusqu'à F de Bn. C'est toujours la même propriété super pratique du cours qui permet de calculer l'image d'une application linéaire lorsque l'on dispose d'une famille génératrice, ici c'est encore mieux, c'est une base, de l'espace vectoriel de départ. Il suffit de prendre la famille qui est engendrée par les images par F de tous ces vecteurs qui engendrent l'espace de départ. Donc l'image de F, c'est le sous-espace vectoriel engendré par ces vecteurs-là. Cette famille, elle est de cardinal n. Puisqu'elle est de cardinal n, le sous-espace engendré par ces n vecteurs, il est de dimension, il est de dimension n si cette famille est libre, et si elle ne l'est pas, eh bien c'est de dimension inférieure à n. Donc cette dimension-là, la dimension de ce sous-espace vectoriel va être inférieure ou égale à n. Donc la dimension de l'image de F est inférieure ou égale à n. Si on utilise juste le fait qu'un sous-espace vectoriel engendré par n vecteurs, il est de dimension au plus n. C'est ça ce qu'on utilise ici. Et de nouveau, la dimension de l'image de F, c'est le rang de F. Et le n qui est ici, c'est la dimension de E. Donc cette condition-là est équivalente à dire que le rang de F est inférieur ou égal à la dimension de E. Le rang de F est plus petit que la dimension de F, le rang de F est plus petit que la dimension de E. Conclusion, le rang de F, il est plus petit que le minimum entre la dimension de E et la dimension de F. Conclusion, le rang de l'application F est majoré par le min entre la dimension de E et la dimension de F. Donc voilà pour ceci, pour ce point. Pour le second, il s'agit de trouver l'équivalence entre le fait que la dimension, entre le fait que le rang de F c'est égal exactement à la dimension de E et le fait que l'application F est injective. Alors, c'est une équivalence, on peut le prouver directement par équivalence. Alors, comment dire, peut-être pour être plus clair ici, on va le prouver avec deux implications. Alors, supposons que le rang de F, de l'application F, soit égal à n, et sous cette hypothèse-là, montrons que l'application F est une application injective. Dire que le rang de F est égal à n, ça veut dire, en vertu de ce qu'on avait écrit tout à l'heure, donc que la dimension du sous-espace de grand F, engendré par les vecteurs F de B1 jusqu'à F de Bn, est égal à n. C'est la définition de rang combinée avec le fait que l'image de l'application F, c'est le sous-espace engendré par F de B1 et F de Bn. Dire que la dimension du sous-espace vectoriel engendré par ces n vecteurs est n, ça signifie que cette famille de n vecteurs, on va appeler F, elle est génératrice, tout d'abord, de l'image, bon, ça c'est une banalité, mais qu'en plus elle est libre, puisqu'elle est génératrice et elle est de cardinal égal à la dimension du sous-espace vectoriel vec de F de B1 et F de Bn. Donc la famille F est une famille libre. C'est une famille libre. D'accord? Donc ça, c'est une remarque très importante pour pouvoir établir l'injectivité. En effet, montrons, avec cette hypothèse-là, que l'application F est injective. Donc, montrons l'injectivité
de l'application F. Donc, moi, j'ai utilisé. Donc, vous vous souvenez comment on fait pour ceci. On va montrer que le noyau de l'application F est réduit au vecteur nul. Alors, soit grand V appartenant à quel F. Donc, je rappelle, j'ai besoin de le rappeler. Ça veut dire que l'image par l'application F du vecteur V, c'est le vecteur nul de l'espace vectoriel varié. Donc, il s'agit de prouver que ce vecteur-là, ça peut être que le vecteur nul. Alors, à cette fin, on utilise le fait qu'il existe un unique n-uplet de coordonnées, un unique n-uplet de scalaire, x1 jusqu'à xn, il existe un unique x1 xn appartenant à kn, tel que le vecteur v s'écrit comme la somme, i allant de 1 à n, des xi vi. Ce qui autorise à écrire ceci, c'est que l'espace vectoriel E, il est de dimension n, et qu'on en a choisi une base qui est précisément la famille des vecteurs V1 jusqu'à Vn. Donc il y a une unicité, existence et unicité d'un n-uplet coordonné pour le vecteur V dans cette base. Par suite, l'image du vecteur V par F, on sait que c'est le vecteur nul, ouais, ok, d'accord, mais on peut aussi dire que c'est l'image par F de la somme de I allant de 1 à n de xi. Et par linéarité de l'application F, ceci, c'est la somme pour I allant de 1 à n de xi fois f de v. Donc f de v, c'est égal à cette somme-là. Par ailleurs, f de v est égal au vecteur nul. Donc cette combinaison linéaire-là, la somme pour I allant de 1 à n de xi fois f de vi est égale au vecteur nul. Mais la famille F, c'est-à-dire celle qui est constituée des vecteurs f de v1 jusqu'à f de vn, est une famille libre. Par conséquent, tous les xi ici sont égaux à 0. Donc x1, xn sont tous égaux à 0. Et si tous les xi sont égaux à 0, eh bien naturellement, ça signifie que le vecteur v lui-même est égal au vecteur nul. D'où le vecteur v est égal au vecteur nul de E. Par conséquent, ça veut dire que le noyau de f est réduit au vecteur nul de E. Par conséquent, f est injectif. Conclusion. Conclusion 1, conclusion intermédiaire 1. On a montré que si le rang de f est égal à la dimension de l'espace de l'état, ça implique l'injectivité de l'application F. Ça implique l'injectivité de l'application F. Réciproquement. Alors la réciproque, en fait, elle consiste, je vous ai dit, on peut pratiquement faire la démonstration par équivalence, mais elle consiste en gros à écrire à peu près les mêmes arguments, mais pas dans le même sens. Bon, alors, on va être plus explicite, donc réciproquement, supposons cette fois-ci que f est injectif. Supposons f injectif. Et montrons que le rang de l'application f est égal à la dimension de l'espace vectoriel E, c'est-à-dire est égal à f. Alors on a, juste en définition du rang, le rang de f, c'est la dimension du sous-espace engendré par la famille f de V1 jusqu'à f de Vn. Cette famille-là, f, est donc une famille qui est génératrice de l'image de f, et donc il s'agit de montrer qu'elle est libre, et puis la liberté va provenir de l'injectivité de f. Alors, montrons que f est une famille libre. On suppose qu'il existe, supposons qu'il existe, je ne vais pas mettre supposons qu'il existe, c'est un peu long à écrire, mais que rigueur. Donc supposons qu'il existe n scalaire, x1 jusqu'à xn, tel que x1 fois f de v1, etc., tel que la somme pour i allant de 1 à n des xi
fois f de vi soit égal au vecteur nul de f. Alors, dans ce cas-là, on utilise la linéarité comme tout à l'heure, mais dans l'autre sens, si j'ose dire, c'est la somme pour i allant de 1, pardon, c'est l'image par f de la somme pour i allant de 1 à n dx du qui est égale au vecteur nul de f. Mais l'application f étant injective, par hypothèse, le vecteur qui est ici, ben, c'est nécessairement le vecteur nul de E, puisqu'il est dans le noyau de f d'après ce qu'on a écrit ici. Donc ça veut dire que le vecteur somme pour i allant de 1 à n de x du est égal au vecteur nul de E cette fois-ci. Et maintenant, on utilise le fait que la famille V1 jusqu'à Vn, c'est une base de l'espace vectoriel de départ, donc c'est une famille libre en particulier. Par conséquent, cette relation, somme des xi di égale le vecteur nul de E, implique que tous les xi sont égaux à 0, donc de nouveau, x1, xn sont tous égaux à 0. Et donc, ce que l'on a prouvé avec ce raisonnement-là, c'est que si on a n scalaire x1 jusqu'à xn tel que la somme des xi fois f de vi est égale au vecteur nul de f, alors tous ces scalaires xi sont égaux à 0, donc on a prouvé que la famille constituée des vecteurs f de v1, f de vn est une famille libre. Donc la famille f ici, la famille f, est une famille libre, c'est ce qu'on vient de prouver. Elle est libre et elle est génératrice de l'image de f, donc c'est une base de l'image de f. C'est une base de l'image de f, et son cardinal, c'est n. Du coup, la dimension de l'image de f est égale à n. La dimension de l'image de f est égale à la dimension de E. Conclusion 2. Sous l'hypothèse que f est injective, le rang de l'application f, c'est la dimension de E. Conclusion globale, l'application f est injective si et seulement si le rang de cette application, c'est la dimension de E. Dire qu'une application f est injective, dire qu'une application f qui va de grand E dans grand f est injective, ça signifie finalement que quand vous allez calculer l'image de f, voilà, ça va être contenu dans grand f, vous n'allez pas perdre de dimension au cours de route, vous n'allez pas perdre d'informations au cours de route si il s'agit de vous donner une interprétation un peu intuitive du résultat qu'on vient de trouver ici. Dire que l'application f est injective, ça va être la dimension de l'image de f, ça va être la dimension de E, ça ne va pas être moins que ça. Donc si au départ E est dimension n, l'image de f ça va être de dimension n, ça ne va pas être de dimension n-1 ou n-2. On ne perd pas de dimension au cours de route, on ne perd pas d'informations au cours de route. Donc voilà pour ceci. Et donc, cette démonstration achève donc la liste des démonstrations qu'on avait à faire, puisque donc il y avait 3 points. On en a prouvé 2 et un troisième qui était donc, immédiat à l'oral. Donc voilà pour ceci. Et puis on va s'arrêter ici donc, pour le premier cours consacré donc, à la notion de rang d'une application linéaire et de rang d'une famille de vecteurs, et puis on continuera très vite avec une propriété qui est une propriété très importante pour la suite du cours, à savoir le théorème du rang. Voilà, bonne suite de journée à vous, bon travail, et à bientôt pour de nouvelles aventures en algèbre linéaire.